Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment on se retrouve sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous choisir. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport parle des huitièmes de finale de l'Euro de football. Les quarts de finale à venir, à commencer par ce sommet entre l'Allemagne et puis l'Espagne. Les deux pays ont remporté la compétition à 3 reprises. On verra bien ce que ça donne. Sans oublier le match entre l'Angleterre et la Suisse ou encore le Portugal face à la France. On va en parler. Jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le tirage au sort des groupes des éliminatoires de la CAN 2025. 48 pays, dont le Togo, vont être repartis dans 12 groupes de 4 et les 2 premiers de chaque groupe vont pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN en 2025, sauf le groupe du Maroc, pays hôte, qui va qualifier un seul pays. Et on vous dira tout simplement que la CAN 2025 a lieu entre le 25 décembre 2025 et le 18 janvier 2028. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Irouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Prosper Agbouklou vient également dans cette émission. Merci de nous faire confiance. La coordination technique, c'est bien l'affaire de Théo Ajavon et la vidéo est comme toujours gérée par Sir Fonelhomme. Merci de nous choisir. Les éperviers n'ont pas match, bien sûr. Ils auront match en septembre par rapport aux éliminatoires de la CAN 2025. On va en parler. Ça fait du 25 décembre 2025 au 18 février 2026. Voilà. Et il n'y a pas de truc à rallonger les choses jusqu'en 2028, non. C'est bien entre 25 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Voilà la nouvelle date de la prochaine CAN et les éperviers seront. Le tirage au sort est attendu demain à Johannesburg en Afrique du Sud. 48 pays vont être répartis en 12 groupes de 4. On va en parler dans quelques instants. Mais avant, on va parler de l'actualité au niveau de l'Europe avec l'Euro de football. Latif Irouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Et globalement, pour cet Euro, on a vu les huitièmes de finale avec cette victoire étriquée contre son camp de Vertonghen, la France qui ne marque pas beaucoup mais qui avance. On a vu des sélections comme l'Italie tenante du titre renvoyée à la maison. Globalement, que dites-vous ? On dira que le champion à titre est tombé, on dira que la Belgique également est tombée, bien avant justement ces deux qui tombent en début du deuxième tour. On avait évoqué justement la Croatie également qui est tombée dès le premier tour. Voilà, l'Ukraine, c'est pour dire que pour l'instant, parmi les géants, moi je citerai donc l'Italie, le tenant, et puis véritablement cette équipe de la Belgique. Maintenant, on le dit souvent, c'est la malédiction pour les tenants du titre qui continuent lorsqu'on parle de l'Euro. Vous gagnez l'édition qui vient, vous êtes en difficulté. L'Italie l'a prouvé, n'a pas pu donc franchir le cap des huitièmes de finale. Sinon, à part cela, je me dis que les cadors sont présents. Et ces cadors qui sont présents vont déjà nous offrir des finales avant l'heure, avec ce qu'on aura comme affiche des quarts de finale. Je crois que pour l'instant, c'est une compétition qui tient ses promesses avec certaines équipes, c'est vrai, qui avancent, mais qui bégayent. C'est le cas donc de l'équipe de France qui a du mal véritablement offensivement. Même si, oui, on a de la solidité en défense, un seul but encaissé sur un penalty, donc pour l'équipe de France. Alors que, voilà, en attaque, c'est véritablement difficile. Ce n'est pas la France seule qui est en difficulté, lorsque vous prenez le Portugal également. Et surtout, l'Angleterre qui, pour l'instant, n'a pas montré grand-chose, même si voilà, les Three Lions sont en quart de finale. C'est une nation par défaut, en tout cas parmi les géants. Les Three Lions, finalistes malheureux de la dernière édition.
Les Anglais qui ont bataillé pour sauver finalement la couronne face à la Slovaquie. Ils ont été menés pendant très longtemps. Il a fallu cette réaction de Jude Bellingham et d'Harry Kane pour permettre aux Three Lions d'être au tour suivant. On a également remarqué cette qualification historique de la Géorgie pour un deuxième tour de la compétition, mais ça n'a pas suffi face à l'Espagne. Oui, il faut noter que parmi donc ces équipes-là qui étaient arrivées au deuxième tour, il y avait justement cette équipe de la Géorgie et qui avait quand même bien entamé son match de huitième de finale face à l'Espagne, puisque ce sont les Géorgiens qui avaient ouvert le score, mais finalement l'équipe a coulé complètement parce qu'il y avait une grande équipe en face, l'équipe d'Espagne pour le moment qui essaie quand même de faire beaucoup de jeux dans cette compétition. C'est l'Espagne qui arrive quand même à poser le ballon, à faire circuler le ballon, à faire tourner le ballon, a marqué également beaucoup de buts dans cette compétition. C'est ce que nous avons vu la dernière fois face donc à la Géorgie. En dehors de l'Espagne, il y a également l'Allemagne qui a réussi à se qualifier, même si ça n'a pas été aussi facile pour... dans la douleur, on peut dire. Face au Danemark. Face au Danemark, c'est en seconde période justement que la Mannschaft a su trouver donc la solution pour venir à bout de cette équipe. Vous parlez tout à l'heure de cette équipe de la Slovaquie qui a failli créer la sensation en éliminant l'Angleterre, mais finalement dans les derniers instants les Anglais ont égalisé par ce but donc de Bellingham. Il faut noter que l'Angleterre était menée depuis la 25e minute et elle a couru derrière le but égalisateur. C'est pratiquement à 1 minute de la fin, puisque c'était dans les arrêts de jeu, dans les temps additionnels. Il restait pratiquement quelques secondes pour que le match ne finisse et cette égalisation est intervenue. Et puis ce but libérateur qui est intervenu également en début de prolongation qui a permis justement à l'Angleterre de se qualifier. Latif a parlé tout à l'heure de cette équipe. C'est l'équipe qui, ma foi, déçoit un tout petit peu dans cette compétition de par sa prestation. Oui, de par sa prestation également. L'Angleterre n'arrive pas à faire le jeu. L'équipe anglaise qu'on avait vue il y a de cela 4 ans en Angleterre, ce n'est pas véritablement cette équipe-là qu'on est en train de voir. Je ne sais pas ce qui est concrètement le problème au sein donc de cette équipe anglaise, de la défense en attaque. Véritablement, ce n'est pas ça. Alors que quand on prend un peu la poule dans laquelle l'Angleterre était, l'Angleterre pouvait quand même passer sans trop de difficultés, mais l'Angleterre a souffert. C'est pratiquement dans les derniers instants également que les Anglais ont su quand même arriver à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et voilà que ça a été encore compliqué, ces huitièmes de finale. Là, voilà qu'en quart de finale, ils vont tomber sur une équipe modeste. Je parle de la Suisse, qui a créé la sensation la dernière fois en éliminant justement on va y revenir. la tenante du titre. Donc c'est une équipe anglaise, ma foi, qui déçoit, tout comme également la France. Je les mets pratiquement dans le même panier. Vous allez voir la France dominer son adversaire, faire le jeu, mais ce qui pose problème aujourd'hui, alors que c'est ça un tout petit peu la force de l'équipe de France, c'est son attaque, parce que ça marque beaucoup. Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Randal Kolo Muani ou encore Marcus Thuram, mais véritablement cette là, cette équipe manque de buteurs, on dirait. Oui, Karim Benzema n'est plus là, mais je crois qu'il y a d'autres qui sont là qui pouvaient quand même mieux faire l'affaire. Mais je ne comprends pas également cette équipe de France. Vous ne comprenez pas la France lorsqu'on prend le premier match. Il y a eu un autogol des Autrichiens. Après, sur le deuxième match contre la Pologne, les Pays-Bas, ils ont eu 0-0. Il y a eu un penalty contre la Pologne. Et la dernière fois, c'était ce but contre son camp du défenseur belge. C'est très compliqué pour les Français, mais ils avancent. Quand j'écoute par exemple Aurélien Tchouameni qui dit c'est un peu notre ADN, c'est l'une de nos marques de fabrique. Il va falloir continuer comme ça. Et quand on prend également le Portugal, champion en 2016, ils ont failli. Ils ont failli face à la Slovénie. Ils ont failli face à la Slovénie qui, ma foi, doit repartir très frustré, parce que je me dis, lorsque vous tenez en échec pratiquement l'un des meilleurs pays donc d'Europe, sinon même du monde, jusqu'à la prolongation, je me dis, cette équipe même avait eu la balle de match sur cette glissade ou bien cette grosse erreur donc de Pep. Mais là, derrière,
il y a eu ce gardien Diogo Costa qui maintient en tout cas le Portugal en vie. Il y a eu le Portugal qui rate ce penalty. Cristiano Ronaldo est passé par là, qui se loupe. Voilà. Donc moi je me dis, il y avait tous les voyants étaient ouverts pour cette équipe de Slovénie, malheureusement, qui pousse le Portugal au tir au but, mais qui se loupe incroyablement de façon extraordinaire. 3 penaltys tirés de la même façon, repoussés de la même façon. Et c'est une première pour un goal à l'Euro. Oui, à l'Euro, c'est une première. C'est un peu comme ça a été une première à la CAN. Pour lorsque le gardien sud-africain Williams repoussait également 3 tirs sur les 5 voilà, dans les séances de tir au but. Je crois véritablement que le Portugal est passé par un trou de souris, comme on le dit, qui a souffert dans le jeu à un moment donné, qui a plié d'ailleurs face à cette modeste équipe de Slovénie. Maintenant, quoi qu'on dise, voilà, la chance des géants est là. Le Portugal passe, mais devant, c'est la France qui se dresse. Dans les deux situations, écoutez, la France n'a pas joué la prolongation, le Portugal qui joue la prolongation. Je me dis, les bancs sont profonds de part et d'autre. Le Portugal a un effectif reluisant. C'est le même cas pour l'équipe de France. Je me dis, cette affiche pourrait être quand même la finale de cet Euro. Oui, la finale de cet Euro, quand on se projette déjà sur les quarts de finale en fin de semaine à venir. Mais il y a le sommet Allemagne-Espagne. Oui, c'est pratiquement la grande affiche en dehors de France-Portugal. C'est la grande affiche de ces quarts de finale. Ce match-là, 2 équipes qui ont pratiquement un jeu similaire où on pose le ballon. L'Allemagne qui surprend depuis un certain moment a posé également le ballon, a fait tourner un tout petit peu le ballon. Ça dépend également de la psychologie, de la philosophie de jeu que l'entraîneur, le sélectionneur met en place. Et je crois que c'est ce que Nagelsmann met en place aujourd'hui, où on fait jouer donc pratiquement tout le monde. Maintenant, l'Espagne, on sait que c'est le football que pratique donc la Roja, faire circuler ce ballon, aller juste devant et bousculer la défense. Les 2 équipes vont évoluer pratiquement dans le même système, le 4-3-3. C'est ce que les 2 équipes ont produit depuis le début de cette compétition. Maintenant, cette équipe-là qui sera beaucoup plus réaliste va certainement remporter cette rencontre. Je me dis que c'est déjà 50-50, mais l'Allemagne évolue à domicile. Mais attention à cette jeunesse espagnole où avec Yamal, Nico Williams ou encore Morata, sans oublier les milieux de terrain qui essaient quand même d'apporter beaucoup plus. Il faut dire que c'est beaucoup plus le milieu espagnol qui aide beaucoup plus l'attaque de cette équipe. Et quand on voit un peu les buts qui arrivent, les Rodri ou encore Fabian Ruiz qui essaie à chaque fois donc de soutenir les attaquants, ça va être un peu compliqué, je peux le dire ainsi, pour l'Allemagne, surtout que la défense allemande ne rassure pas tellement dans cette compétition. C'est vrai que sur le match de la fois dernière face au Danemark, ils n'ont pas encaissé, mais véritablement depuis le début de cette compétition, la défense allemande ne tient pas aussi comme cela se doit. Voilà, on se rappelle la finale de l'Euro 2008 où il y avait cette victoire espagnole, un but de Fernando Torres pour battre l'Allemagne. Ces 2 sélections qui se connaissent, on va dire tout simplement au niveau de l'Europe. Elles sont les seules, les 2, à gagner la compétition à 3 reprises. On verra bien, c'est le sommet. C'est le sommet. Maintenant, est-ce que, voilà, Grégoire parle des styles similaires. Moi, je ne pense pas trop, parce que je me dis... Le 4-3, mais l'animation n'est pas la même chose. Parce qu'il y aura, quoi qu'on dise, opposition de style. Vous parlez quand même de l'Espagne. C'est un football total. Alors que quand vous prenez comment on dit, l'Allemagne, il y a beaucoup plus de rigueur, un jeu physique, et puis des fois aussi direct. Ce n'est pas forcément le cas de l'Allemagne où on veut toujours aligner des passes avant d'aller chercher l'adversaire. Lorsque vous prenez également les statistiques, Franck parlait de 3 victoires pour chacune des 2 sélections. Les dernières, en tout cas, confrontations par rapport à ces 2 équipes, les statistiques parlent de 19 confrontations et il y a 7 victoires quand même pour la Roja contre 5 pour l'Allemagne, 7 matchs nuls. Vous voyez que c'est quand même
même des équipes qui sont proches l'une de l'autre. Maintenant, il y a l'avantage du domicile pour la Mannschaft, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que ça va compter? Ça va compter, forcément ça va compter. Quoi qu'on dise, les 11 de Nagelsmann ne seront pas seuls. Face quand même à la Roja qui, quoi qu'on dise, c'est vrai, l'Espagne ne sera pas seule, mais le public va faire la différence dans ce match-là. Et je me dis, le vainqueur pourra, pourquoi pas, remporter au sort du 14 ce trophée. Oui, il semble que le favori fait partie de ces deux-là et la sélection qui fera la différence va certainement remporter le tournoi. Mais il ne faut pas oublier également le remake de la finale 2016 entre le Portugal et la France. Oui, ça, là, l'équipe qui est sous pression, qui aussi, si je veux dire, qui en veut plus, c'est les Bleus. Ils ont encore en mémoire cette défaite au Stade de France, parce que c'est la France qui avait quand même accueilli l'événement. Et quand le Portugal, qui était passé par un trou de souris, comme on le dit, à la phase de poule, 3 matchs, 3 nuls pour se qualifier. Et finalement, c'est la sélection qui quand même gagne à la fin le trophée. Moi je me dis, c'est quand même une revanche à prendre pour l'équipe de France. Et si la France aussi arrive à gagner, pourquoi pas, elle peut prendre des ailes, sauf que pour l'instant c'est vraiment timoré pour les Bleus de Didier Deschamps. Angleterre-Suisse, vous en parliez. Oui, il faut noter qu'entre-temps, à l'Euro 2020, les deux équipes étaient dans la même poule. Je crois bien le Portugal et la France. Ils ont fait match nul, 2 buts partout avec un doublé de Karim Benzema et un doublé de Cristiano Ronaldo également dans ce match. L'Euro 2021. L'Euro 2021, bien sûr. Voilà. 2020 joué en 2021. Joué en 2021. C'était sur ces deux sélections qui se connaissent aussi. Qui se connaissent parfaitement. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que oui, la France peine à marquer. C'est vrai que le Portugal aussi, ce n'est pas véritablement ça du côté de son attaque. Et là, forcément, il faut un vainqueur. Et on verra ce que ça va donner. Sans doute, moi, je sais que dans ce match, il y aura des buts. Il y aura des buts dans ce match-là. Maintenant, Angleterre-Suisse. L'Angleterre-Suisse, là, il va falloir que les Anglais fassent extrêmement attention. Parce que c'est la Suisse, et quand on sait que la Suisse, dans ce genre de compétition, n'est toujours pas une équipe favorite, mais qui arrive toujours à damer le pignon à ces équipes-là annoncées comme favoris donc, de cette compétition. Et voilà que c'est l'Angleterre. Je me dis que l'Angleterre se retrouve pratiquement dans la peau de l'Italie, et comme lors de ces matchs de 8e de finale, la Suisse a su profiter justement de quelques erreurs de la défense italienne pour marquer les 2 buts. Et si l'Angleterre ne fait pas attention, la Suisse peut créer encore cette surprise-là, continuer bonnement sa route. On a vu la Suisse dans d'autres compétitions. La Suisse a toujours bousculé les grandes nations. Ouais, voilà, la preuve. Lors de l'édition précédente, c'est la Suisse qui a éliminé aux ambitions de la France dans les tirs au but. Ouais, avec ce raté de Kylian Mbappé. Oui, c'est resté dans les mémoires, on verra bien. Et ce dernier quart de finale entre les Pays-Bas et la Turquie. Les Pays-Bas qui viennent d'éliminer la Roumanie 3-0. Et puis la Turquie qui, de façon surprenante, a fait taire l'Autriche 2-1. Oui, c'était, je me dis, le dernier 8e de finale, mais ça a été une victoire dans la douleur, parce que voilà, l'équipe turque a fini sur le rotule. On a vu l'équipe autrichienne qui a fait pratiquement tout le match en deuxième partie. Un changement quand même de positionnement de joueurs a fait, mine de rien, basculer cette rencontre. Et la Turquie menait 2-0. Il y a eu cette réduction. Et puis, à la dernière seconde, cet arrêt réflexe en tout cas du gardien de but turc qui, ma foi, qualifie cette équipe. Je me dis, au vu de ce que la Turquie a montré dans cette rencontre, oui, elle peut avoir quand même des arguments pour aller chercher, pourquoi pas, en tout cas, à créer la sensation face aux Pays-Bas. Mais je me dis logiquement, sur le papier, ce sont les joueurs orange qui passent, qui ont la faveur des pronostics. On verra bien, c'est juste en fin de semaine pour cet Euro 2024 de football qui entame, on va dire, l'une des parties les plus importantes de la compétition, les quarts de finale. À noter que les Pays-Bas n'ont plus disputé cette phase de la compétition depuis 2008.
Ah oui, ils sont là maintenant. On verra bien de quoi sont capables les hommes de Ronald Koeman. Et on parle justement maintenant du tirage au sort de la CAN 2025. Ce tirage au sort a lieu demain à Johannesburg, en Afrique du Sud. 48 pays attendus et finalement on aura 12 groupes de 4 et les 2 premiers de chaque groupe vont pouvoir se qualifier, sauf le groupe du Maroc, pays hôte, qui va qualifier seulement un pays pour faire l'équilibre. Voilà, il y a 4 chapeaux de 12 sélections. Et le Togo se retrouve au niveau du 3e chapeau, ce qui veut dire qu'on n'aura pas l'avantage au niveau du tirage. Et qu'est-ce qu'on peut redouter, Latifi Rouma? Ouais, on va redouter les nations mieux classées. Voilà, on va redouter forcément les pays du Maghreb. On va, le Sénégal, voilà, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la RD Congo, voilà, même le Burkina, l'Afrique du Sud, le Mali. Ça fait beaucoup parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Et quand on parle de 48 nations, c'est que voilà, tout le monde n'est pas là. OK. Si tout le monde n'est pas là, c'est parce que certaines nations n'ont pas pu se qualifier au niveau des préliminaires. Ouais. OK. Maintenant, quand vous prenez les 48, le Togo est 32e. Alors, ça suppose que on est dans le 3e chapeau, ou bien dans le 3e pot. Oui, le 3e chapeau. Ça ne chapeau. nous avantage en rien par rapport à ce positionnement. Ça suppose qu'on aura forcément les géants. Les géants. On aura dans notre pool, logiquement, lorsqu'on prend ce qui va se passer, ça suppose qu'il y aura 2 qui seront favoris par rapport au Togo. Et le Togo sera le 3e favori dans une poule à 4. Si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi. Et à la fin, c'est 2 seulement qui vont se qualifier. Et si malheureusement, vous tombez encore dans la poule du Maroc, le pays hôte, ça suppose que même si le Maroc est dernier, c'est que vous pouvez être 2e, mais vous ne vous qualifiez pas. Malheureusement, ça fait beaucoup de contingences qui n'arrangent pas le Togo. Mais écoutez, ça reste un tirage. Aujourd'hui, il y a des nations, lorsque vous prenez la Guinée-Bissau, lorsque vous prenez la Guinée équatoriale, c'est la Mauritanie, c'est les pays qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, forcément, ces pays sont devant le Togo par rapport au classement FIFA et donc par rapport au classement sur le continent. Mais ces nations, historiquement, oui, même si elles sont mieux classées que le Togo, je pense que le Togo ne devrait pas commencer à pleurer ou bien commencer à trembler dans une poule composée, par exemple, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie. Ils sont d'ailleurs dans le même pot. Ils sont d'ailleurs dans le même pot. Voilà, donc je me dis, ce sera compliqué, mais pour pouvoir être au rendez-vous des grands, il faut quand même faire des manières de grands. Le Togo n'a qu'à se bien préparer en se cherchant un entraîneur, en remobilisant les troupes, en animant moins les réseaux sociaux, en prenant conscience au niveau du ministère, en prenant conscience au niveau de la Confédération et de la Fédération togolaise de football, que depuis 3 CAN et bientôt la 4e, quand le Togo n'est plus au rendez-vous, si on prend conscience de cela, on peut mettre peut-être le 1er, le 2e et le 3e au classement FIFA, au classement africain. Si on prend conscience, pourquoi pas, on peut se frayer un chemin pour justement Maroc 2025-2026. Dans le chapeau 1, par exemple, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, l'Afrique du Sud, la RD Congo, le Ghana. Dans le chapeau 2, on a le Cap-Vert, le Burkina, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Bénin, la Zambie, l'Angola, l'Ouganda, la Namibie, le Mozambique, Madagascar. Le pot 3, par exemple, Kenya, Mauritanie, Congo, Tanzanie, Guinée-Bissau, Libye, Comores, Sierra Leone, Togo, Malawi, République centrafricaine. Voilà un peu comment se présentent les choses pour les éperviers. Oui, ce que moi je voudrais dire par rapport au tirage, le tirage reste le tirage, les adversaires restent les adversaires. Moi, je me dis que si on se prend véritablement au sérieux, aucun adversaire ne devait faire peur. On ne peut pas dire que tel est le favori ou bien tel est au-dessus. Le Togo a été déjà 2 ou 3 fois dans la même poule que le Sénégal. Tout le monde connaît un tout petit peu le résultat. Mais on ne s'est pas qualifié. Oui, ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Il faut être un peu sérieux par rapport à ce que nous voulons faire. À nous-mêmes, à notre niveau, quel est l'objectif que nous fixons en participant tout d'abord à ces qualifications ou à ces éliminatoires-là. Arrêtons de dire que ce n'est pas la fédération qui joue. Mais je crois que ça rentre également dans le palmarès de la fédération. Que
que cette fédération est là. Ça fait pratiquement trois mandats ou tel mandat que le Togo n'a jamais obtenu sa qualification pour une Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est leur faute? La fédération aussi a un rôle à jouer dans les éliminatoires. Tant qu'on dit que le ministère aussi a un rôle à jouer, la fédération aussi a un rôle à jouer. Qu'on se fixe nous-mêmes les objectifs d'abord avant de participer aux éliminatoires. Qu'au niveau des autorités sportives, qu'au niveau de la fédération, qu'on se dise que pour ces éliminatoires-là, nous voulons que le Togo passe. Le Togo aille à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils l'ont dit toujours. Qu'on prenne toutes les dispositions qu'il faut. Il ne faut pas seulement aller s'asseoir au bureau et dire que nous allons nous qualifier. Non. Mais on voit un tout petit peu aujourd'hui le résultat. Le Togo a fait match nul avec le Sénégal. Mais le Togo, par rapport aux autres nations, le Soudan du Sud, quel est le résultat? Ce qui veut dire qu'ensemble, on devait être conscient de la tâche qui nous attend pour ces qualifications-là. Il faut qu'on se prenne véritablement au sérieux. Je le dis et je le répète, du ministère à la fédération, en passant par les joueurs, que celui-là qu'on va prendre comme sélectionneur-là, qu'on soit sûr que nous voulons du résultat, c'est pourquoi nous avons choisi telle personne. Qu'on soit sûr que nous voulons aller à cette Coupe d'Afrique des Nations et que nous allons nous fixer des objectifs qu'il faut pour permettre à cette équipe de se qualifier. C'est ce que moi j'ai à dire. Oui, le Togo peut avoir par exemple comme adversaire la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie ou encore le Zimbabwe, pourquoi pas? Oui, toutes ces nations que vous venez de citer, le Togo ne devrait pas en réalité trembler, même devant la Côte d'Ivoire, miraculeuse championne d'Afrique. C'est vrai. Oui, la Côte d'Ivoire que moi j'ai vu jouer à la CAN, le Togo peut battre cette équipe-là. La preuve, le Togo a tenu tête au Sénégal, comme l'a dit le Grégoire. Mais le dernier match entre Épervier et Éléphant, c'était 2-2, non? 2-2, un match amical. Un match amical. Et donc, moi, je me dis, écoutez, le Togo, souvent, ne tremble pas devant certaines nations. Vous avez cité le Mozambique, vous avez cité la Guinée. C'est des nations que le Togo peut jouer. Alors, mais quand vous pouvez des fois titiller les grands, mais courber les chines devant les supposés petits, il y a un problème. Lorsqu'on n'arrive pas à gagner les Soudans, d'abord un Soudan divisé en deux, on n'arrive pas à gagner. C'est un problème. Donc moi je me dis, Mauritanie et choses, il y a un problème. Grégoire a parlé, vous avez posé la question, le ministère, la fédération. Moi je me dis, l'État, on connaît la position de l'État. L'État n'est pas un atout pour nos sports. On connaît déjà la position. Mais c'est avec ce même État qui n'est pas un atout pour les sports que nous avons eu certaines qualifications. Ça suppose quoi? Il va falloir trouver des mécanismes de management au niveau de celui qui a la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir, c'est la fédération. Mais quand vous êtes là, c'est des bras de fer avec le ministère. On dit, le ministère a fait ceci, et puis on ne veut pas peut-être avoir des problèmes avec le ministère. Écoutez, si on ne le fait pas, on ne va pas dire c'est le ministère, c'est la fédération. D'ailleurs, le ministère, c'est des nominations. Hein. Ici, c'est une élection. On vous met à la tête d'une fédération pour travailler. Le sélectionneur qui vient, qui est recruté par l'État, on vous met à la disposition ce sélectionneur-là. Quand vous n'arrivez pas à mettre au pas des sélectionneurs, un sélectionneur qui finit un match, on n'arrive pas à lui demander de faire un bilan technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si on fait des convocations fantaisistes. La fédération est là, ne bouge pas. On dit le management, c'est un tout. Quand on a un match, il faut préparer le match. C'est un tout. Nous, on prépare quoi? On ne fait rien. Donc, moi, je me dis, à ce moment précis, qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas la fédération qui joue. Nous, les journalistes également, on ne joue pas. Mais je dis que c'est un management. Il faut manager. Quand vous ne managez pas, on ne va pas dire que c'est le ministère qui a fait qu'on ne s'est pas qualifié. On dira que c'est la fédération. On dira que l'État n'a pas mis les moyens nécessaires. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État n'a pas payé le billet d'avion pour que le Togo aille jouer un match? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les éperviers ont gagné un match et n'ont pas eu leur prime? Est-ce que c'est suffisant? Sur cet aspect, l'État joue son rôle. C'est ce que je dis. On connaît déjà la position de l'État. L'État, c'est le minimum. Ok, mais ce minimum-là est fait. Alors, le reste, c'est la fédération. Quand on dit à un sélectionneur que objectif, quoi honorable, comment on dit, parcours honorable. Parcours honorable, là, c'est quel objectif? Parcours honorable, c'est quel objectif?
Peut-être que, ok, vous Ne jouez pas contre se la faire France. humilier. Vous jouez contre Quand la vous France. rencontrez le Sénégal, par exemple, essayez de limiter les dégâts. Voilà, vous jouez contre la France, vous prenez 1-0, ok, c'est parcours, c'est un score honorable. C'est ce que ça veut dire. Donc moi je me dis, on n'est pas précis, on n'est pas objectif. On a des éliminatoires qui arrivent, on annonce le tirage. Normalement, chaque sélectionneur doit être à ce tirage. Mais le Togo n'en a pas. Le Togo n'en a pas. On fait quoi en ce moment? On ne fait rien. Moi je me dis, sous d'autres cieux, le sélectionneur a démissionné. La fédération nomme un intérimaire pour l'instant. Parce que ce tirage-là, il doit avoir quelqu'un. Il semble qu'il y a une commission en place qui fait le travail et qui c'est dangereux. Moi, à la veille du tirage au sort, Togo se retrouve sans sélectionneur. C'est ce qu'on dit. On voit un tout petit peu les résultats. Le Bénin qui se retrouve dans le pot 2. Voilà. Le Bénin. Tout simplement parce que le Bénin a gagné ses 2 derniers matchs. Le Togo peut être même adversaire du Togo. Hein. Le Bénin peut être adversaire du Togo. Ouais. Oui. Donc, ce qui veut dire que, alors que si nous aussi nous arrivons, c'est que nous aussi nous sommes arrivés à gagner nos matchs face au Soudan et au Soudan du Sud, on ne serait pas à cette 32e place aujourd'hui. La victoire du Bénin face au Nigeria a beaucoup pesé. Vice-champion d'Afrique, ça a beaucoup pesé. Vous voyez. Donc, je me dis que, quelque part, oui, c'est vrai que l'équipe est là. L'équipe joue, l'équipe ne gagne pas. Mais en dehors de l'équipe jouer ne gagne pas. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour permettre à cette équipe-là de gagner? Nous là, c'est qui? Je parle de la fédération. Le match contre le Soudan du Sud à Lomé, mais ne pas gagner ce match-là. Et pourtant, quelques jours après, ce Soudan du Sud va prendre 3-0 devant le Soudan. Mais le Togo qui n'arrive pas à battre cette équipe-là. Donc, moi, je me dis que, Latif l'a dit, si c'est le Sénégal, oui, on fait des efforts. On a vu le match contre le Burkina ici à Lomé. Le match que le Togo a livré face au Burkina Faso. Le Togo pouvait aussi gagner ce match-là. Mais à la fin, c'est 0-0. Mais si on doit tout faire pour tenir tête aux grands et que par après, on se laisse battre par les petits, la question, quel est finalement notre objectif? Qu'est-ce que nous voulons concrètement? C'est pourquoi je dis, un match de football ne se joue pas seulement sur le terrain. Un match de football, ça se joue à tous les niveaux. Il y a les 22 joueurs qui sont là sur le terrain, mais en dehors du terrain, le match se joue également ailleurs. Quel est le tirage le plus facile à vos yeux pour le Togo, par exemple? Quels que soient les adversaires, il n'y aura pas un adversaire facile. C'est vrai. Oui. Vous avez parlé du Zimbabwe, vous avez parlé que ce soit le Lesotho, le Libéria. Oui. Dans le pot 1, par exemple, on a l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, Tunisie, Algérie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud. Le Togo a affronté tout dernièrement l'équipe qui a pris la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on a perdu face à la RDC, mais le Togo n'a pas été aussi ridicule. Le Togo n'a pas pris un panier pour revenir, pour dire que non, c'est parce que c'est la RDC qui a été 4e. Les léopards peuvent être un adversaire des éperviers. Bien sûr. Et la Côte d'Ivoire également. Le Cap-Vert, le Gabon, la Zambie, la Namibie, le Mozambique, Madagascar. Il faut qu'on soit conscient. Le Gabon, Madagascar, c'est des adversaires jouables. Dans le pot 2. Oui, c'est des adversaires jouables pour le Togo. Moi, je veux même un derby. Pourquoi pas un derby? Togo-Ghana, Togo-Bénin. Pourquoi pas? Écoutez, si on veut être parmi les grands, il faut qu'on se comporte en grand, tout simplement. Oui. Et quand on prend par exemple le 4e pot, on a le Niger, le Zimbabwe, le Rwanda, les Scorpions de la Gambie, le Burundi, le Libéria, l'Éthiopie, le Botswana, Lesotho et Swatini, qui a fait mal ici au Togo, souvenez-vous. Ce sont ces nations malheureusement qu'on n'arrive pas à battre. Voilà. On a le Soudan et puis le Tchad. On devrait avoir un de ces pays aussi le Tchad, les Sao du Tchad. Peut-être le Tchad. Le Togo a déjà joué ce pays ici, je crois. Parce que les autres là, moi j'ai vraiment peur. Les autres, on parle du Rwanda. Le Rwanda, parle du Niger. Les Amavoubi. Vous avez parlé du Niger. Oui, le Togo. Le MENA du Niger. Le Niger qui a éliminé le Togo au moment du Tchad. À Cotonou, au Bénin. L'Éthiopie, oui. Le Botswana, les zèbres. La Gambie. La Tanzanie était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Le Lesotho quand même. Voilà, le Lesotho, oui. Bon, voilà, le Lesotho. Ce sont ces nations qu'on n'arrive pas à battre. À battre, malheureusement. C'est ça. Sinon, le Lesotho, Tchad, normalement, c'est bon. On peut mettre même Asco dessus et puis pour jouer. Mais malheureusement, écoutez, le Soudan du Sud qui est venu jouer ici, soyons sérieux. Asco préparé pour le continent. Oui. Vous êtes sûr que Asco ne peut pas battre cette équipe a montré quoi ici? Rien. Mais c'est nous-mêmes, on a marqué nous-mêmes et on a égalisé nous-mêmes.
Alors, écoutez, moi je me dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi on dit, quand on dit, on va le dire, on va le redire, le football, ce n'est pas seulement le rectangle vert. Tout se joue. Voilà. Il faut se préparer à tous les niveaux. Alors, il y a un sujet qui est évoqué. Ce tirage va se faire sans sélectionneur titulaire à la tête des éperviers du Togo. Il y en a qui même parlent déjà d'un retour de Didier Six, le seul à pouvoir permettre au Togo de disputer les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une information à confirmer. Mais quand on regarde aujourd'hui l'environnement, le Togo doit aller dans l'urgence, il faut aller vite, même très vite. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre ? Oui, qu'est-ce qu'il faut prendre? Écoutez, beaucoup souhaiteraient que le Togo consomme local. Et c'est à raison parce que tout ce qu'on a eu sur ces dernières années, ça n'a pas porté véritablement. C'est des millions qui sont partis. Vous parlez des techniciens étrangers. Oui, Claude Leroy, Paulo Duarte, ça n'a pas forcément donné grand-chose. Alors moi je me dis, quand vous avez un chantier sans fondation, le maçon que vous renvoyez, le prochain maçon qui vient, il n'a pas de pression, parce que voilà, il n'avait même pas de fondation quand il est arrivé. Donc moi je me dis, écoutez, quand on ressasse le passé, ceux qui sont venus ici, vous avez cité Didier Six, il a fait un résultat, mais il avait zéro expérience avant d'arriver ici. Vous prenez feu Stéphane Keshi, zéro expérience avant d'arriver ici. Vous prenez Abalo Dossé, il avait zéro expérience. Quand je dis zéro expérience, c'est qu'il n'était pas sélectionneur. Voilà, ils étaient à la tête du football des jeunes. Par exemple, Stéphane Keshi, il entraînait des jeunes au niveau aux États-Unis. Abalo Dossé entraînait les jeunes au niveau de la France. Didier Six, lui, il était dans rien. C'est un ancien international français. Mais on a vu ce qu'ils ont pu faire quand ils sont arrivés. Stéphane Keshi, c'est lui seul qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous avez parlé de Didier Six, le seul également à nous faire franchir le deuxième tour. Abalo Dossé, le seul à qualifier le Togo pour le CHAN. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a des locaux. Les gens parlent d'expérience, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais quand même, ils ont le diplôme, oui ou non. S'ils ont le diplôme, moi je me dis, ok, allons-y. Oui, est-ce que le diplôme seul suffit ? Le diplôme seul ne suffit pas. Mais quand je me dis que ceux qui aussi avaient seul le diplôme sont arrivés au Togo, pourquoi pas ceux-là aussi, avec le seul diplôme, ne peuvent pas aller? Et d'ailleurs, parmi eux, ils ne sont pas tous à avoir que seul le diplôme. Abalo Dossé, aujourd'hui, on ne peut pas parler de seul diplôme. Abalo Dossé a été adjoint, il a été à la tête de la sélection locale, il est double champion du Togo avec Asko de Kara, il va finir sûrement sur le podium avec ou peut-être sur le podium avec Gomido, et aujourd'hui, il a les clés quand même. Quand vous prenez Nibombe Daré, écoutez, il a le diplôme. Quand on parle de l'UEFA A-Pro, écoutez, quand même, il a fait de longues années avec les éperviers du Togo. Ils sont là, les anciens, ils sont là, les locaux. Moi, je me dis, pourquoi pas ne pas essayer? Ce n'est même pas essayer. Pourquoi pas ne pas leur confier la clé? Maintenant, vous avez parlé du Didier Six. Il semble qu'il a déjà envoyé son dossier. Il semble qu'il a fait acte de candidature. Ok, c'est une piste à ne pas écarter, mais je me dis, les Togolais veulent consommer local. Pourquoi pas? Si on peut, la fédération et le ministère peuvent une fois parler d'une même voix, parce que franchement, les derniers résultats avec les entraîneurs étrangers, ça n'a rien donné, Franck Mounyama. Oui, Grégoire, la dernière fois, vous redoutez la question d'ego par rapport aux techniciens locaux. Mais il faut leur parler, il faut leur faire confiance. Oui, ce que nous voulons, c'est que ici, ce que nous constatons est que nous voulons beaucoup plus de ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, mais je voudrais juste nous rafraîchir la mémoire qu'il y a des entraîneurs locaux qui ont qualifié le Togo à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations.
Et à Tchanilé. Faut pas qu'on dise que les Togolais n'ont pas le niveau. Les Togolais a également le niveau. Ces anciens entraîneurs-là, vous avez parlé de Tchanilé et Tchanilé Bana. Il y a Vincent Paul Zoubédé qui sont passés par les éperviers. Ils ont entraîné les éperviers. Tout le monde a vu leurs résultats. Il y a Kodjovi Maouena, il y a Tchanilé Tchakala. Mais le problème qui se pose est que c'est un peu l'adage qui dit chez nous, un peu comme Djenamenou. C'est un peu ça. C'est ça. Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous pensons que c'est seulement le blanc seul qui peut venir nous aider. Prenons le cas du Sénégal. Aliou Cissé avait déjà entraîné quelle équipe? Aliou Cissé. Zéro expérience. À la tête des Lions de la Teranga. Mais c'est lui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour le seul Sénégal. Trophée. Le seul trophée que le Sénégal a gagné à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Aliou Cissé qui a remporté ça. Donc, ce qui veut dire que faisons confiance en nos produits. Si nous faisons confiance, c'est-à-dire que nous voulons avoir le résultat, nous appelons la personne, confions-lui le travail, mais avec des stratégies, des dispositions qui peuvent lui permettre d'avoir le résultat. Jean-Paul Abalo, il a entraîné les éperviers locaux. Il a réussi à écarter le Nigeria. Nous parlons du Nigeria. Mais quand on parle du Nigeria sur le plan africain, le Nigeria au-dessus, le Nigeria c'est pratiquement l'Égypte, c'est pratiquement le Maroc, c'est pratiquement l'Algérie. Mais c'est le Togo qui a écarté le Nigeria. Le Nigeria n'était pas à ce championnat. Vous parlez du Chan. Du Chan. Et le Togo était qualifié pour le Chan. C'est Abalo qui a mené l'équipe. Donc, ce qui veut dire que moi, je dis, il ne faut plus aller chercher qui que ce soit ailleurs. Il faut faire un collège aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Un collège. Moi, je ne parle même pas de collège. Et quand on dit collège, c'est comme on ne sait pas qui est à la tête. Non, mais on va bien définir les rôles. Non, peut-être Abalo 1, Ngombe, Daré 2, collège, c'est péjoratif. Collège, c'est péjoratif. Oui, ça veut dire tout simplement que c'est 3 anciens à qui on donne des rôles très précis. Oui, un staff. Alors, un staff, parce que quand on dit collège, souvent c'est péjoratif. Oui, peut-être. C'est comme il y a une crise et puis un entraîneur est parti. Avant de trouver un autre, il faut faire un collège. Moi, c'est ce que je pense. Sinon, on fait un staff d'entraîneurs locaux. Un staff d'entraîneurs locaux. Si c'est Abalo comme est à la tête, on le met à la tête. Si c'est Daré comme est à la tête, on le met à la tête. Et puis, on met les autres, on fait un travail. Mais ce que Grégoire l'a dit, au Togo, ici, qu'est-ce qu'on veut? Nova ou Miakpo. Voilà. Et puis, ce qu'on veut, c'est qu'il glisse en premier. Mais là, écoutez, quand Didier Cissé est arrivé, et je dis Didier Cissé, quand Claude Leroy est arrivé, il est venu d'ailleurs finir le travail de quelqu'un. Tom Saint-Fitz. Voilà, cette qualification-là. Mais derrière, il a aligné 2 éliminatoires. Est-ce qu'il est passé? Mais on l'a laissé. Quand Paulo Duarte est arrivé, première éliminatoire, ce n'est pas passé. On lui a renouvelé le contrat. On lui a renouvelé. Mais si c'est un local, peut-être il ne gagne pas 2 matchs, 3 matchs, on dit chasse-le. En fait, donc moi je dis, laissons nos techniciens travailler. S'ils viennent, ils réussissent, c'est qu'ils ont réussi. S'ils n'ont pas réussi, ils vont finir par réussir. C'est la piste à privilégier maintenant. Je pense. Moi, je pense. Moi, je l'ai déjà dit. Il faut faire confiance à nos entraîneurs. Ils sont là. S'ils ont le diplôme, pourquoi ne pas leur confier la sélection? Faire confiance à nos entraîneurs, ça veut dire les mettre dans les mêmes conditions. Voilà. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les mettre dans les mêmes conditions parce qu'on sait ce qui se passe. Je dis Paulo Duarte, Didier Six, on a parlé de 25 millions. Même si, oui, on ne l'a pas affiché clairement. On parle de Claude Leroy. Claude Leroy. On parle de 25 millions. Lorsqu'on met toutes les primes, toutes les considérations réunies, on va autour de 40 millions. Mais quand on prendra peut-être un entraîneur local, on vous dira, voilà, peut-être difficilement on lui donnera 6 ou 7 millions. On dira, oui, il n'est pas véhiculé. Lui-même, il n'a pas sa maison. Ici, on connaît des entraîneurs qui sont allés rester à l'hôtel parce que l'État refuse de leur donner un toit alors qu'ils sont sélectionneurs nationaux. Donc moi je dis, il faut les prendre, il faut leur mettre des conditions qu'il faut. Et puis il faut qu'on soit moins actif sur les réseaux sociaux. Moi je dis, écoutez, parce que faut pas qu'on confie la sélection aux réseaux sociaux. Moi, je le dis. C'est-à-dire, faut pas qu'on confie la sélection. Écoutez et voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, les noms qu'on vient de citer, on ne voit personne de ces noms-là. Oui, justement, c'est pourquoi il y a certains ont des appréhensions. Certains ont des appréhensions parce qu'ils se disent que oui, Adebayor,
est sur les réseaux sociaux parce que justement, il n'est pas content de ce qui se passe. Et si aujourd'hui, on fait encore un staff, Adébar n'est pas dedans, ou bien Adébar n'est pas à côté de cette chose, peut-être les réseaux sociaux vont encore s'animer. On parle de, comment on dit, Touré Chérif, qui également est désormais sur les réseaux sociaux. On parle de Kader qui ne parle pas, mais qui a également des clans qui répondent. On parle de Nibombé Daré qui aurait été quand même l'autre équilibre dans la sélection quand ils étaient tous en activité. Je veux parler de Cheyi Adéba et de Didier et de Nibombé Daré. Et que si aujourd'hui Nibombé Daré arrive, peut-être que c'est les réseaux sociaux qui seront encore plus animés. Je dis attention à ne pas confier l'équipe nationale du Togo aux réseaux sociaux. Voilà pourquoi certains ont des appréhensions. Mais moi je dis, quand on a peur des yeux de la grenouille, on ne va jamais manger du poisson. Il faut quand même qu'on y aille. Et que les acteurs prennent conscience, quand je dis les acteurs, surtout les anciens éperviers, qu'ils prennent conscience de la situation et qu'ils arrêtent parce que franchement ça fait du ridicule sur la toile tout simplement. Voilà, on va pouvoir remettre fin à cette émission. Votre souhait, c'est de pouvoir confier les rênes de cette sélection à un entraîneur local, un staff local. Voilà. C'est ça qui va régler le problème. Il faut donner la chance également à nos produits. Oui, c'est ça, tout simplement. Il faut qu'ils viennent. Les Agassa et tous, il faut qu'ils reviennent. Les Abalo, les Daré, les Kader. Il faut qu'ils reviennent. On veut faire confiance à la fédération pour une fois qui va peut-être faire le bon choix. Il semble qu'il y a une commission en place et on leur fait confiance. On leur donne le travail pour ne pas leur mettre la pression. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas leur mettre la pression. C'est aussi ça. On vous donne 2 matchs. Parce qu'on sait que ce qui se passe, on vous donne 2 matchs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut leur signer un contrat et que... En bonne et due forme. Voilà. Les mettre dans les meilleures conditions et que la fumée soit blanche très prochainement. Merci Latif Yerouma, merci Grégoire Atignon et l'homme à Dovon, merci pour la vidéo. Théo Ajavon, allez, à bientôt.